Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Flora Auter et je vais vous présenter mon mémoire. Je suis consultante dans le cabinet de conseil Milliman où j'ai réalisé ce mémoire et plus particulièrement dans l'équipe de recherche et développement qui traite principalement des sujets de la modélisation financière avec le développement d'un générateur de scénarios économiques qui a été utilisé dans ce mémoire ainsi que la modélisation de risques transverses. Parmi ces risques, on va trouver le risque de mortalité qui est l'axe principal de ce mémoire. C'est dans ce contexte que j'ai réalisé mon mémoire d'actuariat qui porte sur l'intégration du risque de mortalité dans un générateur de scénarios économiques, ainsi que l'évaluation et le retraitement de l'impact de la COVID-19 sur la mortalité. À noter que j'ai réalisé ce mémoire il y a maintenant presque un an, donc les données et résultats présentés ici datent de cette période. Je présenterai d'abord les motivations et objectifs du mémoire. Ensuite, on abordera l'intégration du facteur de risque de mortalité dans un générateur de scénarios économiques. Et la seconde partie sera dédiée à la modélisation de la mortalité tenant compte de l'expérience COVID-19. Tout d'abord, la mortalité est un enjeu majeur pour les assureurs et particulièrement pour les assureurs vie qui doivent quantifier les risques que subissent leurs portefeuilles. C'est pour cela que des scénarios de mortalité sont construits, qu'ils soient déterministes ou stochastiques, et sont utilisés pour différents usages. Par exemple, ils sont employés comme entrée des modèles de gestion actifs-passifs, ou encore ils sont utilisés pour réaliser les calculs spécifiques au module de risque de mortalité pour le SCR ou dans les modèles internes, par exemple. Toutes les études menées dans ce mémoire sont des études qui répondent à des besoins de Milliman, et l'un d'entre eux est l'intégration du facteur de risque de mortalité dans un GSE. Les générateurs de scénarios économiques permettent la modélisation conjointe de facteurs de risque à l'aide de corrélations afin de pouvoir projeter les variables économiques et financières modélisées dans le GSE. Donc, la corrélation entre mortalité et risque financier fait l'objet de plusieurs études et plusieurs papiers scientifiques suggèrent l'abandon de l'hypothèse d'indépendance entre risque actuariel et risque financier. L'un des papiers est celui d'Anna et Devolder qui utilise la corrélation entre mortalité et risque financier dans la tarification d'un produit d'assurance vie. Dans ce papier, ils supposent l'existence de cette corrélation comme nous le faisons sur la base de différentes analyses. Cela montre que la corrélation entre mortalité et risque financier est un vrai sujet. Or, la modélisation conjointe de facteurs de risque est permise par les GSE. C'est pour cela qu'on intègre le facteur de risque de mortalité à un GSE et cela en monde réel. D'autre part, on s'intéresse aussi à la modélisation de la mortalité tenant compte de l'expérience COVID-19. La pandémie a débuté en 2020 et a causé plus de 7 millions de décès dans le monde, causant également une augmentation brutale des taux de mortalité en 2020. Or, les assureurs et réassureurs qui utilisent des modèles internes souhaitent mettre à jour leurs modèles de mortalité et de longévité en utilisant les données les plus récentes, données affectées par la pandémie. Dans les modèles internes, il y a un module de risque spécifique au risque pandémique et utiliser des données affectées par la pandémie dans le module de risque spécifique à la mortalité reviendrait à un double comptage du risque pandémique dans les modèles internes. Pour éviter ce double comptage, on va envisager des méthodes de correction pour retraiter les impacts de la pandémie sur les taux de mortalité. Donc, la première partie est consacrée à l'intégration du facteur de risque de mortalité dans un générateur de scénarios économiques. Le principe général des JSE est la projection de variables économiques et financières à l'aide de modèles stochastiques se rattachant aux différents risques impactant le bilan des compagnies. Donc ici, je vous présente la méthodologie pour pouvoir intégrer le facteur de risque de mortalité dans un GSE en univers monde réel. Mais cette méthodologie est générale et peut être appliquée pour l'intégration d'un autre facteur de risque dans le GSE. La première étape est la sélection des facteurs de risque observables. Cette sélection dépend du profil de risque de la compagnie, mais surtout des analyses envisagées sur les sorties du GSE. Parmi les facteurs de risque usuels, on va pouvoir trouver les taux nominaux, taux réels, inflation immobilier, qui sont généralement modélisés dans le GSE. Et à chaque facteur de risque, on va y associer des données historiques. Pour le facteur de risque de mortalité, on va se baser sur les tables de mortalité fournies par la Human Mortality Database, HMD,
qui est la source de référence en termes de table de mortalité. On va pouvoir modéliser mu xt, la force de mortalité historique à l'âge X et à l'année T. La seconde étape est le calibrage d'un modèle stochastique pour chaque facteur de risque. Donc, un modèle stochastique est sélectionné et est calibré sur les données historiques pour pouvoir en déterminer les paramètres optimaux. Pour la mortalité, on a choisi d'utiliser le modèle de Lee Carter. C'est un modèle simple mais robuste qui présente tout de même quelques limites. La définition du modèle est ici. Le logarithme des taux de mortalité est égal à alpha x plus bêta x kappa t. Alpha et bêta sont les effets de l'âge, tandis que kappa, l'effet de la période. On va définir kappa, la série temporelle. Sa définition est ici. Et on retiendra trois éléments. La tendance, delta, la volatilité, sigma, et epsilon t, la composante stochastique du modèle. La troisième étape est la projection conjointe des aléas des modèles stochastiques. C'est une étape très importante car elle va permettre ensuite de pouvoir modéliser conjointement les différentes variables économiques et financières dans le GSE. Pour cela, on va déterminer la relation liant corrélation empirique entre les facteurs de risque observables et la corrélation entre les aléas des différents modèles stochastiques sous-jacents. Cette relation est déterminée en utilisant les formulations théoriques des différents modèles stochastiques utilisés. Enfin, on va pouvoir obtenir la simulation des facteurs de risque observables. En sortie du GSE, on aura l'étape de scénario économique, l'étape de scénario de mortalité, ainsi qu'un rapport automatique de calibrage. Ce rapport automatique est très utile et essentiel dans la mesure où il nous permet de vérifier que les modèles sont correctement calibrés sur les données historiques et on peut visualiser ainsi les résultats de projection faits par le GSE. La première étape est de déterminer les corrélations empiriques. Dans le GSE que nous utilisons, il y a deux économies principalement modélisées, l'euro et le dollar américain. C'est pour cela qu'on a fait le choix de s'intéresser aux données de mortalité françaises et américaines. On présente ici en rouge la corrélation entre le log incrément des taux de mortalité et les différents facteurs de risque financiers. Ces corrélations sont calculées sur la période de 2000 à 2020 à un pas de temps annuel, donc seulement 20 points, ce qui explique la largeur des intervalles de confiance de Fisher. Ainsi, ce calcul ne nous permet pas de sélectionner des facteurs de risque à corréler avec la mortalité. Aucune corrélation n'apparaît comme significative. C'est pour cela qu'on s'intéresse au taux de mortalité mensuel. Les taux de mortalité mensuels américains n'étant pas disponibles, on utilise les taux de mortalité mensuels français fournis par l'INSEE. On présente sur le graphique de gauche la corrélation entre le log incrément des taux de mortalité et les différentes variables financières à un pas de temps mensuel. Du fait qu'il y a un plus grand nombre de données, l'intervalle de confiance de Fisher est beaucoup plus restreint autour des corrélations et une corrélation est mise en évidence, celle entre la mortalité et l'inflation qui est proche de 0,4. Utiliser les pas de temps mensuels nous permet de mieux visualiser les variations conjointes entre mortalité et les variables financières, même si ces calculs présentent encore des limites. On s'intéresse également à l'impact de l'année 2020 sur le calcul des corrélations et on compare sur le graphique de droite les corrélations calculées sur la période de 2000 à 2020 en rouge et sur la période de 2000 à 2019 en bleu. On remarque que la corrélation entre mortalité et inflation passe de environ 0,3 à plus de 0,4 lorsqu'on ajoute l'année 2020 dans le calcul. Et on observe ce phénomène dans une mesure beaucoup plus importante pour la corrélation entre mortalité et immobilier. Cela résulte du fait que l'année 2020 est une année exceptionnelle, c'est l'année pandémique. On verra son caractère exceptionnel dans la partie 2. Et c'est pour cela qu'on émet quelques hypothèses et on a effectué une recherche bibliographique pour compléter ces analyses quantitatives. Il en ressort que on suppose surtout qu'on corrèle qu'on corrèle la mortalité, avec les facteurs de risque inflation et crédit, et qu'on supposera nulle la corrélation entre la mortalité et les autres facteurs de risque. De plus, on continue à calculer ces corrélations sur la période de 2000 à 2019 pour éviter
les impacts forts de l'année 2020 sur le calcul. L'étape suivante est de déterminer la formulation théorique des corrélations, c'est-à-dire déterminer la relation liant corrélation empirique entre les facteurs de risque observables et les corrélations entre les différents aléas des modèles stochastiques utilisés. On présente cette étape pour la corrélation entre mortalité et l'indice inflation. La première étape est de la définition des modèles stochastiques. Donc, on utilise toujours le modèle de Lee-Carter pour la mortalité, tandis que l'indice inflation est modélisé par un modèle de Black-Scholes. Ce sont des modèles classiques, usuellement usuels et facilement illustrables. On peut développer l'expression des modèles pour pouvoir déterminer les quantités homogènes à des gaussiennes. Et on en déduit que la corrélation entre le log incrément des taux de mortalité et le log rendement de l'indice inflation est égale à la corrélation entre l'aléa du modèle de Lee-Carter et l'aléa du modèle de Black-Scholes. En ce qui concerne le crédit, on utilise le modèle de PCA-Vasicek pour le modéliser. Donc, c'est un modèle à 3 facteurs. Et de la même manière, on peut déterminer la relation liant la corrélation entre la mortalité et les spreads de crédit et la corrélation liant la composante stochastique du modèle de Lee-Carter et chacune des 3 composantes stochastiques du modèle de PCA-Vasicek. On présente ici les résultats sur les données américaines. D'abord, on calcule des corrélations empiriques entre la mortalité et l'indice inflation et les spreads de crédit pour différentes maturités. Il en ressort que la corrélation entre mortalité et inflation est de 0,35 sur les données américaines, par exemple. Avec la méthodologie présentée précédemment, on en déduit la corrélation liant l'aléa du modèle de Lee-Carter et l'aléa du modèle de Black-Scholes et la corrélation liant l'aléa du modèle de Lee-Carter et chacun des 3 aléas du modèle de PCA-Vasicek. Ces corrélations sont mises en entrée du GSE et nous permettent de projeter conjointement les différents aléas des modèles stochastiques pour obtenir des projections conjointes des variables modélisées. Le graphique présenté ici est un extrait du rapport automatique de calibrage. Il s'agit du calibrage du modèle de Lee-Carter sur les âges de 65 ans aux États-Unis. On constate que le modèle est correctement ajusté sur les données historiques, le R2 de 99,5%, et on peut visualiser les projections effectuées avec ce modèle. On constate l'augmentation brutale des taux de mortalité en 2020 et 2021, qui a des conséquences sur l'allure des projections, et c'est notre sujet d'étude pour la seconde partie de la présentation. Pour déterminer l'impact de la COVID-19 sur la modélisation de la mortalité, on se base toujours sur les données de la Human Mortality Database et on présente ici les écarts entre les taux de mortalité de l'année 2020 et de l'année 2019 en fonction de l'âge pour les âges supérieurs à 60 ans. Pour les États-Unis en bleu, la France en rouge et le Japon en vert. On constate que l'écart entre les taux de mortalité de l'année 2019 et 2020 sont importants et croissants pour les États-Unis, supérieurs à ceux de la France, tandis que pour le Japon, les écarts sont nuls, voire négatifs, ce qui montre que la mortalité a continué de s'améliorer au Japon malgré la pandémie. On se base également sur le nombre de décès COVID-19 en 2020 par million d'habitants. Ces données sont fournies par les autorités gouvernementales et nous avons classé les pays en 3 catégories en fonction de l'ampleur et de l'impact de la pandémie en termes de nombre de décès en 2020. Il y a 3 catégories, peu impactées par la pandémie, modérément impactées et fortement impactées. On choisit un pays par catégorie pour représenter son groupe et pour poursuivre l'étude. Pour le premier groupe, on a sélectionné le Japon, la France pour le second et les États-Unis pour le dernier, avec plus de 1000 décès par million d'habitants en 2020. On s'intéresse maintenant à la manière dont les données pandémiques impactent la modélisation de la mortalité. Pour cela, on compare 2 modèles de Lee-Carter pour chaque pays. Un modèle calibré sur la période de 1980 à 2020 dont les projections sont en jaune et un modèle calibré sur la période de 1980 à 2019 dont les projections sont en bleu. Pour les États-Unis, on constate que les projections en jaune sont largement supérieures aux projections en bleu. De plus, l'intervalle de confiance autour de ces projections
est beaucoup plus large lorsqu'on ajoute 2020 dans la période de calibrage. En ce qui concerne la France, on remarque que l'impact sur les taux de mortalité en 2020 est plus faible que pour les États-Unis, mais les projections en jaune restent supérieures aux projections en bleu. Tandis que pour le Japon, intégrer l'année 2020 dans la période de calibrage n'a pas l'air d'impacter les projections. Les intervalles de confiance restent assez étroits autour des projections. On s'intéresse maintenant à la manière dont les paramètres du modèle de Lee Carter captent l'augmentation de la mortalité en 2020. C'est pour cela qu'on présente l'écart relatif de tendance et de volatilité entre les modèles de Lee Carter calibrés avec ou sans l'année 2020 pour chaque pays. L'écart relatif de tendance est proche de 0 pour le Japon, alors qu'il est de 12% pour la France et proche de 40% pour les États-Unis. On observe aussi ce phénomène pour la volatilité. Ainsi, plus la pandémie a eu un impact en termes de nombre de décès, plus la tendance et la volatilité du modèle augmentent. Or, si la volatilité d'un modèle stochastique augmente, l'intervalle de confiance autour des projections augmente également, et cela aura un impact sur le calcul des chocs de mortalité que nous verrons ensuite. On s'intéresse également à l'espérance de vie. On calcule l'espérance de vie pour différents âges, pour les différents pays étudiés. Par exemple, pour les États-Unis, les personnes âgées de 47 ans ont leur espérance de vie diminuée de près de 2 ans si on ajoute l'année 2020 dans la période de calibrage. Or, la pandémie est un événement exceptionnel et on n'a pas encore assez de recul pour savoir si la pandémie aura des impacts à long terme sur l'espérance de vie. Donc, on cherche à retraiter et corriger les impacts de la pandémie sur la mortalité pour pouvoir obtenir des résultats d'espérance de vie cohérents avec l'historique, par exemple. Donc, en résumé, les conséquences de l'intégration de l'année 2020 dans le calibrage des modèles de mortalité sont l'augmentation de la tendance et de la volatilité du modèle et la diminution de l'espérance de vie. On cherche maintenant à corriger les impacts de la pandémie sur la modélisation de la mortalité. C'est pour cela qu'on s'intéresse à des méthodes de retraitement. Il y a deux familles de méthodes, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Les méthodes directes se basent sur les taux de mortalité annuels, donc les taux de mortalité fournis par la base HMD. Il y a deux méthodes dans cette catégorie. La moyenne de la mortalité historique, qui consiste à corriger le taux de mortalité de l'année 2020 en réalisant la moyenne des taux de mortalité sur les 5 dernières années. C'est une méthode simple, mais qui présente tout de même quelques faiblesses, puisqu'elle est très dépendante des fluctuations passées et qu'il n'y a pas de prise en compte réelle de la décroissance des taux de mortalité dans le temps. Une autre méthode est la soustraction des décès COVID-19. C'est une méthode très intuitive puisqu'elle consiste à corriger les taux de mortalité de l'année 2020 en soustrayant au nombre de décès de 2020 le nombre de décès attribuables au COVID-19. C'est une méthode simple, intuitive, mais qui présente aussi des faiblesses puisqu'on est dépendant de la fiabilité des données et de leur disponibilité et qu'il n'y a pas de prise en compte des effets indirects positifs comme négatifs du COVID-19. La pandémie a des effets directs qui sont les décès de la COVID-19 et des effets indirects qui sont les effets des différents confinements, par exemple, ou du manque d'accès aux soins. On s'intéresse aussi à des méthodes indirectes. Les méthodes indirectes se basent sur les taux de mortalité hebdomadaires, STMF, qui sont aussi disponibles sur le portail HMD. Et ce sont des méthodes rétrospectives. C'est-à-dire qu'on va examiner les écarts entre les taux de mortalité hebdomadaire de l'année 2020 et un niveau de référence basé sur l'expérience de la mortalité hebdomadaire au cours des 5 dernières années. Dans cette famille de méthodes, on va en trouver trois. Il y a la Week Specific Average qui consiste à réaliser la moyenne des taux de mortalité des 5 dernières années précédant l'année 2020 sur chaque semaine. Il y a la Week Specific Trends où on va réaliser une régression linéaire des taux de mortalité des 5 dernières années sur chaque semaine. Et la Week Specific Lower Quartiles où on va effectuer la moyenne des taux de mortalité constituant le quartile inférieur des taux de mortalité des 5 dernières années sur chaque semaine. Ce sont des méthodes qui existaient avant la pandémie et qui étaient déjà utilisées pour calculer la surmortalité sur chaque année. Et Shkolnikov
a développé une méthode alternative pour répondre à des besoins soulevés pendant la pandémie. C'est la méthode alternative Wisinger qui va consister à déterminer le taux de mortalité de référence de l'année 2020 en réalisant la moyenne des 13 taux de mortalité hebdomadaires les plus bas survenus au cours de l'année 2020. On va avoir une illustration ici pour les taux de mortalité français. En noir, on présente les taux de mortalité de l'année 2020. On y distingue les différentes vagues de Covid-19. Et en gris, on a les taux de mortalité des années antérieures. Le résultat de la méthode alternative Wisinger est présenté en rouge ici, en réalisant la moyenne des 13 taux de mortalité les plus faibles survenus au cours de l'année. Avec ces méthodes, on va pouvoir calculer la surmortalité attribuable à la pandémie. C'est la différence entre la mortalité survenue et le niveau de référence calculé avec l'une des méthodes présentées ici. Et elle est exprimée pour 100 000 habitants. Donc, on présente les résultats de surmortalité pour les différentes méthodes de correction. Et deux méthodes sortent du lot. Ce sont les méthodes Risk Specific Lower Quartiles et Alternative Wisinger, qui présentent des surmortalités qui prennent à la fois en compte les effets directs, les décès du Covid-19 et les effets indirects de la pandémie. On va s'intéresser maintenant à la manière dont le modèle se comporte lorsqu'on intègre les méthodes de retraitement. On présente ici les résultats pour l'âge de 70 ans aux États-Unis. Sur le premier graphique, on a la modélisation, les résultats du modèle de Lee Carter sans correction, avec des projections élevées, un intervalle de confiance large. Sur les deuxième et troisième graphiques, on a les résultats avec les méthodes de la moyenne de la mortalité historique et la soustraction des décès Covid-19. On constate que la correction n'est que partielle. Les taux de mortalité corrigés ne sont pas dans la continuité des taux de mortalité historiques et les projections restent élevées avec des intervalles de confiance plutôt larges lorsque l'on compare ces résultats à la méthode alternative Wisinger. Avec cette méthode, on obtient des taux de mortalité dans la continuité des taux de mortalité historiques et donc des projections dans la continuité également des taux de mortalité historiques avec un intervalle de confiance beaucoup plus étroit. On effectue aussi les calculs de l'espérance de vie en intégrant les méthodes de correction et on constate logiquement qu'on obtient des espérances de vie corrigées qui se rapprochent des espérances de vie calculées lorsque le modèle s'arrêtait en 2019. Ainsi, les conséquences de la correction des données impactées par la pandémie sont des projections en continuité avec les taux de mortalité historiques, des intervalles de confiance beaucoup plus étroits et une espérance de vie plus cohérente sur un horizon court terme et également moyen terme. On va maintenant s'intéresser aux chocs de mortalité. La méthodologie pour les calculs de ces chocs est présentée ici. On rappelle la définition de kappa-T, la série temporelle du modèle de Lee Carter. On peut calculer les espérances de vie résiduelles, dont la formule est ici, ce qui nous permet d'obtenir des chocs de mortalité. Le choc de mortalité est le choc qui minimise la distance entre l'espérance de vie résiduelle choquée et l'espérance de vie au centile 0,5%. On présente les résultats des chocs pour les États-Unis, la France et le Japon. Au Japon, les chocs avec l'année 2020 sont en moyenne 0,3% plus faibles que les chocs lorsqu'on s'arrêtait en 2019. Cela est cohérent avec les études précédentes. La mortalité japonaise n'a pas été impactée par la pandémie. Et donc, il n'est pas nécessaire de retraiter les taux de mortalité japonais puisque les chocs ne sont pas impactés par le risque pandémique. Aux États-Unis, les chocs avec l'année 2020 sont en moyenne 3,9% plus importants que les chocs en 2019. On voit bien sur le graphique que les chocs en rouge sont beaucoup plus importants que les chocs en vert, ce qui montre que les chocs avec l'année 2020 prennent à la fois en compte le risque, sont impactés par le risque de mortalité et les risques pandémiques, d'où la nécessité de retraiter les taux de mortalité. En France, les chocs de mortalité moyen en 2020 est de 6,8, tandis qu'il était de 6,3 lorsqu'on s'arrêtait en 2019. Donc, il est également nécessaire de pouvoir corriger ces chocs de mortalité pour obtenir et pour éviter surtout un double comptage du risque pandémique dans le calcul de ces chocs. On présente ici les résultats des chocs de mortalité avec les différentes méthodes de retraitement.
On s'est focalisé sur les méthodes alternatives intra-annuelles, enfin, alternatives Wisinger et la méthode Week-Specific Lower Quartiles. On obtient des chocs de mortalité beaucoup plus cohérents avec les chocs de mortalité qu'on obtenait lorsqu'on s'arrêtait en 2019. Et les résultats ici sont présentés par classe d'âge. Les résultats des chocs avec la méthode alternative Wisinger sont légèrement, enfin, sont supérieurs aux résultats obtenus avec la méthode Week-Specific Lower Quartiles, du fait que cette méthode se focalise uniquement sur les données de mortalité hebdomadaires de l'année 2020 et donc est très dépendante des fluctuations de la mortalité sur cette année. Pour conclure cette présentation, nous avons pu intégrer le facteur de risque de mortalité à un GSE. Pour cela, la méthodologie pour intégrer le facteur de risque dans le GSE a été décrite et implémentée. Cette méthodologie est générale et peut être appliquée pour l'intégration d'un autre facteur de risque dans le GSE. Pour pouvoir intégrer la mortalité, on s'est également intéressé à la corrélation entre le risque de mortalité et les risques financiers. On s'est focalisé sur les risques inflation et crédit, mais on a bien vu les limites du calcul de cette corrélation et il serait intéressant d'approfondir cette étude avec de nouvelles données ou d'autres méthodes de calcul pour pouvoir obtenir des corrélations plus précises. On pourrait également s'intéresser à l'implémentation d'autres modèles de mortalité pour modéliser la mortalité dans le GSE, avec des modèles à deux facteurs, par exemple le modèle CBD. D'autre part, on a pu modéliser la mortalité tenant compte de l'expérience COVID-19. On a montré l'importance de corriger les données de mortalité et donc on a mis en évidence les méthodes de retraitement efficaces. Se pose aujourd'hui la question des projections de la mortalité à long terme, puisque maintenant les données de mortalité de 2021 sont disponibles sur le portail HMD, donc il serait aussi possible d'appliquer les méthodes de retraitement aux données 2021. Et on n'a pas encore assez de recul sur les impacts de la pandémie à long terme sur la mortalité. Donc se pose aujourd'hui la question de la manière de prendre en compte la pandémie dans la modélisation de la mortalité à long terme. On pourrait également intégrer les méthodes de retraitement dans la construction des scénarios de mortalité dans un GSE afin d'obtenir des tables de scénarios de mortalité corrigées de l'impact de la COVID-19. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, la première question, pourquoi utiliser le modèle de Lee Carter? Euh, c'est un modèle simple, donc facilement explicable, mais il présente tout de même quelques limites. Le modèle de Lee Carter présente des faiblesses sur les âges très très élevés et n'est pas du tout adapté lorsqu'il y a des pics de mortalité. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser dans la modélisation de la mortalité tenant compte de l'expérience COVID-19, puisqu'on a vu que le modèle de Lee Carter est fortement impacté par l'intégration des données 2020. Et donc, il est intéressant d'utiliser les méthodes de correction présentées combinées au modèle de Lee Carter pour pouvoir vérifier que les données sont correctement corrigées euh, à l'aide de la modélisation avec le modèle de Lee Carter. Il y a une question si le mémoire est accessible. Et oui, il est en public sur le site de l'Institut. Il y a une question qui porte sur avez-vous essayé d'autres modèles de mortalité autres que les Carter pour évaluer l'impact? Oui, on s'est aussi intéressé au modèle APC et CBD. Le modèle CBD est beaucoup plus robuste que le modèle de Lee Carter. Mais on a choisi Lee Carter pour sa simplicité, comme je l'ai dit, et surtout qu'il est plus facile de corréler le modèle de Lee Carter, enfin l'aléa du modèle de Lee Carter aux différents facteurs de risque financier. Mais le modèle CBD est aussi une piste intéressante pour la modélisation de la mortalité tenant compte de l'expérience COVID-19. Avez-vous appliqué des lissages aux âges élevés? On a fait le choix de ne pas en appliquer parce que les données de mortalité, parce que c'était plus facile de mettre en face les taux de mortalité de la base HMD avec les données de COVID-19 gouvernementales qui sont publiques.
Qu'attendez-vous de l'intégration des données 2021 puis 2022 sur vos résultats? Alors, on a pu appliquer les méthodes de correction sur l'année 2021. 2021, c'est une année assez similaire à celle de 2020 puisqu'il y a eu des vagues successives de COVID-19, donc on peut encore les retraiter. En revanche, pour 2022, les données ne sont pas encore publiques et les vagues sont beaucoup moins importantes. Donc là, on est surtout sur les conséquences indirectes de la pandémie et donc il faudrait pouvoir envisager d'autres méthodes de retraitement que celles présentées ici. Quel est l'intérêt d'intégrer la mortalité à un GSE en monde réel? Euh, donc les GSE en monde réel permettent l'analyse des risques et c'est là-dedans que s'inscrivent l'analyse du risque de mortalité, alors que les GSE en univers risque neutre répondent à des prescriptions réglementaires. De plus, il y a déjà eu des études sur la modélisation de la mortalité en risque neutre et ces études ne sont pas concluantes, les résultats restent incertains. Au vu de vos résultats, pouvez-vous former un point de vue sur le comportement des améliorations de la mortalité post-Covid-19 par rapport à pré-Covid-19? Y aurait-il des différences géographiques? Avec la Covid-19, il semblerait que l'amélioration de la mortalité soit largement ralentie. Et oui, il y a des différences géographiques. On a bien vu l'impact du Covid-19 est largement différent en fonction des pays, en fonction de l'ampleur de la pandémie dans ces pays. Donc, on s'attend à ce que ces améliorations soient aussi, on s'attend à ce que l'amélioration soit aussi différente en fonction des zones géographiques. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous pour votre attention.